Donc j'ai créé Passerelle de mémoire en 2017 pour créer un grand mouvement de solidarité entre les juniors et les seniors pour raconter l'histoire des territoires, l'histoire des lieux, l'histoire des quartiers, l'histoire des villes. Et c'est une mémoire orale, c'est une mémoire qui est filmée, je vais y arriver. Donc c'est une mémoire filmée, orale et numérisée pour être transmise. Voilà. C'est parti d'un constat, le constat que nous sommes dans un monde numérique, un monde où l'être connecté que nous sommes vit à la vitesse de son ordinateur, ses tablettes, ses mails, ses infos en push, et que ça accélère notre mouvement et nous devenons affairés. Et ce système fait qu'on n'est pas... on n'est pas attentif, aux seniors qui sont là et qui ont vécu autre chose. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une période où les seniors que l'on connaît ont vécu le monde d'avant, c'est-à-dire un monde non connecté, un monde où on vivait autrement. Et pour les jeunes, ce monde-là, c'est un monde, ils n'ont pas accès vraiment. J'ai choisi le territoire parce que le territoire, en fin de compte, on vit tous dans des mêmes lieux et on peut se croiser 1000 fois sans se connaître, sans se dire bonjour, sans se voir. Et le fait de mettre un dispositif pour raconter l'histoire des lieux, pour raconter l'histoire des territoires, de l'histoire d'où on vit, par ceux qui l'ont vécu, et de réunir comme ça juniors, seniors, pour en discuter et pour transmettre, eh ben, ça permet cette connexion. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce passerelle de mémoire. Alors c'est un dispositif qu'on met en place avec les municipalités, avec les collèges, avec les associations de quartier. On travaille un peu partout en France, on commence. Et ce qui est intéressant, c'est que on retrouve par cet intermédiaire une vie de quartier. On retrouve des choses que les jeunes n'ont pas connues. C'est des petites choses, hein, c'est des petites histoires. On raconte quoi? On raconte l'arrivée de l'eau, l'arrivée de l'électricité, des petites histoires de rues, de bâtiments, de choses qui n'existaient pas, des histoires de marché, que ce soit dans les villes rurales hein, ou que ce soit, là on travaille sur Montreuil, sur un secteur qui est en plein bouleversement, qui s'appelle le quartier des Murs à Pêche, où le métro arrive, donc il y a une densité de population qui est en train d'arriver, et on rencontre des gens qui ont vécu des choses incroyables. Voilà. Donc j'ai un peu perdu le fil, je vais prendre ma petite note. Donc oui, passerelle de mémoire, c'est 3 ambitions. Voilà. C'est préserver la mémoire des territoires en faisant se rencontrer les jeunes. C'est donner la place aux plus anciens parce qu'ils n'ont pas leur place. On voit bien, comme on accélère leur vie, on les voit plus, on les voit pas beaucoup. On voit ses grands-parents. On voit qui a vu ses grands-parents le mois dernier. Ouais. c'est pas un piège, mais bon, voilà. Ses parents, oui, bien sûr aussi, oui. Mais ses grands-parents. Donc voilà. Ça donne une petite idée de ce qu'on peut faire. Alors, pardon? C'est les vases communicants. C'est les vases communicants. Alors, voilà. Comment j'ai eu ce déclic? J'ai eu ce déclic, la première fois, c'était en 2000, où j'ai eu la chance de participer à un festival, c'était le Festival du Vent à Calvi, et la marraine était Anita Conti, que je ne connaissais pas, une océanographe,
Et puis on a passé 5 jours ensemble. Et là, à me raconter ces histoires d'océanographe, c'est-à-dire qu'elle a commencé vers 22 ans. euh, Elle a embarqué sur des Terra Nova pour aller dans le nord. Elle était avec ses thermomètres et puis son appareil photo. Et elle me racontait que, par exemple, les petits matelots, ils avaient 12 ans. Il y en avait deux, trois qui avaient 12 ans, 12, 13 ans. Parce que la morue salée, après, dans les cales, il fallait bien les mettre, il fallait bien les rentrer. Je dis, ok. Et que ces bateaux, c'était des bateaux à moteur, mais aussi à voile. Je dis, ouais, à quelle époque? Et que après, on continue à discuter que euh, ces thermomètres qu'elle mettait dans l'eau, en fin de compte, c'était pour commencer à faire une cartographie des courants marins avant le satellite. Donc elle était super en avance sur son temps. Voilà, on a beaucoup discuté et puis on devait se revoir. Mais assez rapidement, hein, ça c'était en septembre. En décembre, j'ai appris qu'elle avait disparu. Donc la fragilité des souvenirs des gens qui sont là, en fin de compte, ça va très vite. On n'a pas beaucoup de temps finalement. Il faut prendre. Voilà, c'était mon premier déclic. Le deuxième déclic qui m'a fait, ça m'a fait quelque chose à l'intérieur de moi. Et le deuxième déclic, ça a été une rencontre aussi sur un fait. C'est-à-dire que euh, euh, comment vous expliquer, petit trou de mémoire. C'est l'émotion, les bobines, voilà, merci. Donc François Truffaut euh, avait une boîte de prod, donc les films du Carrosse, voilà, c'est ça que je cherchais, les films du Carrosse. Et donc François Truffaut est mort, et puis sa femme a gardé la boîte pendant 2 ans, 3 ans, et puis au bout d'un moment, on se dit, bah, j'ai plus de raison de garder cette boîte-là. On va déménager, on va enlever tout. Alors ses amis, les stagiaires qui étaient là, tout le monde était là. François Truffaut, c'était quelqu'un de super organisé. Il notait tout. Il était super euh, précautionneux. Et puis dans la cave, il y a un stagiaire qui vient et qui ramasse une boîte avec des bobineaux dedans. Des bobineaux, c'est des petits trucs de son qui sont enregistrés sur bande magnétique. Rien n'était étiqueté. Je me suis dit, bon, ça doit être des restes comme ça, de choses, de tournage. Ça a failli partir à la poubelle. Et en fin de compte, quelqu'un a dit, non, mais je vais les écouter, je vais voir ce que c'est, ces bobineaux. Et ces bobineaux, c'était la rencontre entre Hitchcock et Truffaut pour écrire son livre sur le suspense. Et donc, il avait pris son ingé son de tournage et il avait pris sa script qui parlait anglais couramment. Et Truffaut, il avait préparé 1000 questions, mais vraiment 1000. Et c'était vraiment un rapport, comment dire, de connaisseurs, d'amis, de gens qui aiment le cinéma. Retrouver ces bobineaux, qui auraient pu partir à la poubelle, hein, peu importe, mais la qualité sonore était telle que France Culture a dit, bah, ça nous intéresse. Ils en ont fait une série de, je sais pas, une vingtaine d'émissions que j'ai. Si vous voulez, je vous, je vous les donnerai. Enfin, je donnerai un lien internet pour les retrouver. Mais voilà, ce qui m'a fait dire et penser que si on préserve quelque chose de qualité, l'émotion, le, le- la transmission de ce qui s'est passé, c'est quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on est avec notre portable, on filme, on prend des photos, tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait pas grand-chose finalement. Ça s'oublie, ça se perd, ça va dans un espèce de grand truc où un jour le disque dur pète et puis ou alors on le. Enfin voilà, ça fait partie de notre être qui est affairé, où on fait des choses dans la journée, dans la semaine, le week-end, et puis tout ça, ça meurt petit à petit sur les réseaux sociaux ou sur des ordinateurs. Le fait de prendre conscience que on est là, ils sont là, et qu'on peut faire quelque chose de durable, voilà, ça a été mon deuxième déclic en disant ouais, là c'est pas mal ça. Alors l'histoire du territoire, c'est vrai que c'est comment dire.
c'est un vrai terrain de jeu. Et puis j'ai eu un troisième déclic. Le troisième déclic, c'est on a tous des blessures dans la vie, on met tous un jour ou l'autre un genou à terre, il nous arrive un truc qui nous tombe sur le coin. Et moi, j'ai perdu mon père à 21 ans. Voilà. Et à l'époque, on était en froid. On n'était pas. Moi, j'étais dans la musique à fond, les Clash, Sandinista, les Clash avec mon père aussi. Euh, et, euh, et voilà, on n'a pas pu refaire contact. On n'a pas pu. Il est parti très vite. Euh, et c'est quelque chose qui m'a blessé. Alors après, on se relève bien sûr de ces blessures, on revit, on repart. Et mais ça reste, ça fait une petite cicatrice. Ça fait une petite cicatrice. Et cette cicatrice, quand on la touche, eh ben, c'est un peu différent. C'est sensiblement, enfin c'est sensible, mais différemment. Et ça, je l'avais gardé pour moi très très longtemps. Et c'est en discutant avec Héloïse, je me dit non, ça, tu peux en parler. J'ai compris que j'avais encore des chemins à ouvrir, des choses à transmettre. Voilà. La transmission, un peu, c'est ça, quoi. C'est s'ouvrir et donner, et puis et partager. Voilà. Voilà les trois raisons, les trois déclics qui m'ont fait partir à fond sur Passerelle de mémoire. Alors, c'est vrai que c'est un boulot à plein temps et plus encore. Et moi, mon plaisir, c'est ça, c'est rencontrer ces personnes, c'est créer ces ateliers, faire ces rencontres, parce que c'est des rencontres de cœur finalement. Ils n'ont pas souvent l'occasion de prendre part à la société, de communiquer, de dire ce qu'ils ont vécu. C'est pas des souvenirs, c'est des souvenirs personnels, mais c'est pas des souvenirs de famille, des choses. C'est vraiment des choses qui sont euh, utiles et à la fois rigolos. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le premier essai que j'ai fait, c'était dans un EHPAD. Alors, rentrer dans un EHPAD, déjà, c'est quelque chose. Et puis, on s'était dit, voilà, on va faire un test pour voir si l'idée de transmission, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Et, et ça a été formidable parce que ça a créé un grand élan avec la directrice, avec les infirmières, avec les aides-soignantes, avec les animatrices. Et on était sur le bon vouloir des gens. Il n'y a pas de casting, rien, du moment qu'ils savent s'exprimer et puis nous raconter des choses. Voilà, on passait une semaine ensemble. Et ça a été formidable parce que, en fin de compte, il y avait une telle joie, c'est une telle envie. Il y en a une personne qui m'a dit, mais c'est pas une envie qu'on a, c'est une nécessité. C'est transmettre. Voilà, on a eu le temps de réfléchir, on a pris notre retraite, on a vu la société évoluer. Puis nous, on est là, quoi. Et puis si des gens veulent savoir, ben c'est bien, c'est bien. Nous, ça nous rend plus grands, ça nous fait plaisir. Et dans les exemples que je peux citer, c'est l'histoire, par exemple, de cet émigré italien. Son père était communiste pendant la guerre, 39-45, et ils sont arrivés rapidement en France pour échapper à la mort. Et ils sont arrivés dans la Sarthe, voilà. Et donc la vie était rude pour eux. Ils mangeaient de la polenta, pas de la viande, une fois de temps en temps. Et un jour, son patron l'invite à déjeuner. Voilà. Et il leur donne un carré de chocolat et une banane. Bon. Et quant à cette personne, je lui demande quel est ton meilleur souvenir de toute ta vie. Il a réussi dans sa vie. C'est un homme qui a monté une entreprise avec 50 personnes. Il s'est baladé un peu dans le monde. Ce qu'il me raconte comme souvenir, c'est ce souvenir de la banane et de sa tablette de chocolat en disant qu'il y avait sa sœur. Ouvre-toi ta tablette, moi, après. Enfin, bref. Voilà le genre de souvenirs, de surprises que l'on a. C'est des surprises incroyables. Un autre, ouvrier chez Renault, rentré chez Renault pardon, à
à l'âge de 14 ans et qui a, qui a fait toute sa vie chez Renault jusqu'à sa retraite sur une chaîne de tracteurs et qui me dit mais moi je suis de droite, hein. Je suis un ouvrier de droite. Je lui dis bon ok. Et alors il me dit ben ça allait, mais c'était moi je défendais mon opinion. Alors je réfléchis un peu, je lui dis mais vous pouvez me raconter 68 comment ça s'est passé pour vous? Alors, il me dit ah, 68 c'était la chienlit. On me balançait des chiffons d'huile dans la tête, on me caillassait avec des boulons, mais c'était la CGT qui me défendait. J'étais défendu par la CGT. Voilà, dans un scénario, je ne pense pas que quelqu'un oserait écrire ce genre de personnage. Il serait trop typé, ou il serait, ça n'existe pas. Ça existe, ça existe. Voilà, ce genre de rencontre. Et quand on ouvre et quand on discute comme ça avec ces personnes, eh bien, c'est un peu la pêche miraculeuse, c'est un trésor. Ils nous racontent ça. Et nos jeunes d'aujourd'hui, ils sont vraiment, et je m'en aperçois, hein, et ils en ont besoin. Ils ont besoin de récupérer leur territoire, leur ancrage, où ils habitent. Souvent, là, j'étais avec des jeunes pour du bénévolat. Et je lui dis, mais t'habites où? Il me dit, bah, j'habite la Cité de l'Amitié, là. Je dis, mais ok. La Cité de l'Amitié, tu sais ce que c'était avant? Il me dit, oh, non, de toute façon, c'est la loose. La Cité de l'Amitié, avant, si tu veux, je te fais rencontrer quelqu'un, il va te dire, c'était des champs de poires. Il dit, oh non. Et vraiment, sa tête était du genre, c'est pas vrai. Et je lui fais rencontrer la personne, et non, bah oui, c'est vrai. Donc, cette distance qu'on a là, dans ce moment précis, euh, du non numérique et numérique, ça ne va pas durer très longtemps, hein, ça va durer peut-être une quinzaine d'années. Après, tous les seniors qu'on va devenir, eh ben, on racontera d'autres histoires. Mais là, il y a ces histoires à raconter. Et c'est un peu mes valeurs, ce que je défends en disant ralentissons, regardons, reprenons contact, parce qu'ils sont intéressants, ils sont rigolos, ils sont comment dire, on a tous un aspect social, on se présente, tout ça. Ils ont enlevé tout ça. Ils sont disponibles. Et sincèrement, ils ont l'esprit vif, hein. C'est marrant. Donc voilà, mon but, c'est de les filmer, de créer une plateforme à milliers de récits qui va raconter l'histoire comme ça de chaque territoire par petits morceaux. Mais pour ce dispositif, alors ça c'est le projet, un jour cette plateforme existera, mais on en fait des documentaires. Ces documentaires, enfin voilà, on va appeler ça documentaire, de entre 26 et 50 minutes. Et après, on les projette. C'est-à-dire qu'on invite tous les gens du quartier, on invite tous les gens du village à venir voir. Alors les enfants, on a un programme pédagogique avec les collèges où c'est 40 heures où on voit, on explique les territoires de proximité, les différentes sortes de mémoires, les mémoires à court terme, les mémoires à long terme, les mémoires émotionnelles. Et puis eux vont à la recherche de seniors pour raconter leur histoire. Et on les filme, on les suit, on fait un travail comme ça. Et quand on fait une projection, bah, finalement c'est assez rigolo parce que tout leur boulot est accroché avant, c'est-à-dire les photos, les dessins, tout ça. Les seniors, ils viennent il y en a un qui est venu avec une chaussure de son grand-père pour nous montrer comment ça a duré toute une vie, une paire de chaussures. Enfin bref, ils viennent avec des trucs, on dit, oh, très bien. Et, et tout ce petit monde-là est ému de voir ce film parce que c'est leur coin, c'est chez eux. Et ces échanges qu'il y a, tout ça, il y a une vraie joie. Et après, bon, c'est un pot, tout ça, ça discute, et ça discute longtemps, hein, c'est plutôt pas mal. Mon conseil, alors si j'avais un conseil à vous donner, un cadeau, plutôt un cadeau, parce que les conseils, on se les prend. Mais vous n'avez pas besoin de ce dispositif que je suis en train de mettre en place avec des caméras, avec des lumières, avec la municipalité, avec tout ça qui se met en place. Vous n'avez pas besoin de tout ça pour aller rencontrer votre famille, pour aller rencontrer vos grands-parents, pour aller rencontrer les gens avec qui vous êtes. Et
et pour leur poser simplement des questions de sens, c'est-à-dire, moi, j'aimerais bien comprendre d'où je viens, c'est quoi ton histoire pour raconter la mienne. Et, et si vous ne savez pas comment faire, une petite recette, quoi, c'est simple, hein. Vous allez voir, vous ouvrez les albums de photos, vous dire c'est quoi cette photo, c'est qui lui, c'est quoi cette robe, on est où ici, et ça va partir, et ça marche. Alors, ce que vous pouvez faire, vous prenez votre téléphone, vous enregistrez tout ça, et puis vous regardez bien les photos, vous les scannez si vous pouvez, et après, si vous avez un peu de temps pour les plus motivés, bah, vous retapez sur Word ce qu'ils vous disent, vous écrivez, ne cherchez pas à faire du style, c'est pas, au contraire, c'est mieux d'avoir leur style à eux. Et puis de ça, ben, vous pouvez en faire un petit livret. Sur numérique, maintenant, c'est facile d'imprimer. Ça ne coûte pas trop cher. Et puis vous en imprimez, je sais pas, 5, comme vous voulez. Et puis vous lui donnez. Vous allez voir ses yeux, vous allez voir comment ça réagit. Et puis vous aurez fait quelque chose qui vous aura fait plaisir et qui aura fait plaisir. Vous avez fait un échange, vous aurez fait une transmission. Et cette transmission, c'est pas rien parce que ça vous construit. Moi, ça m'a construit. Et, et c'est quelque chose, c'est un cadeau durable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le donner à vos petits-enfants quand ils seront grands. Et vos petits-enfants vont peut-être le transmettre à leurs enfants. Et ça, eh ben, c'est quelque chose qui restera pour vous dans votre famille. Mais pas que dans votre famille, parce que on est tous nés quelque part, que ça soit à Dakar, que ça soit à Tunis, que ça soit à Marseille, à Paris. On a tous voyagé, certains, voilà. Quand on fait ce genre de travail sur la mémoire avec les territoires, on s'aperçoit qu'il y a énormément de migration dans tous les sens. On a beau dire que même dans le Calvados, il y a plein de gens il y a une usine qui se crée, il y a des Italiens qui viennent, voilà, tout le monde a voyagé, mais tout le monde a son histoire. C'est une histoire unique. Et de ce né quelque part et de cette histoire qui est la vôtre, mais ce que je voulais vous dire, c'est que cette histoire, c'est aussi la nôtre. C'est aussi la nôtre quand vous la partagez par votre construction que vous allez faire. Et voilà.